a beaucoup parlé de data, d'IA, de DTX, enfin de parcours digitaux, de soins augmentés. Voilà, donc on a beaucoup d'innovations, mais tout ça, ça s'inscrit dans un cadre sociologique, un cadre d'usage, un cadre aussi régulé, comme vous le savez, pour certains d'entre vous. On est en Europe, donc ça a des avantages, des inconvénients. Ça a beaucoup d'avantages. On est bien protégé sur les données, parfois perçu par quelques entrepreneurs dans le digital, des inconvénients, parce que du coup, ça peut être un peu plus compliqué, mais finalement, il y a probablement un chemin au milieu de tout ça. Et du coup, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Daniel pour un échange tous les deux, tranquillement. On va pouvoir s'asseoir, Daniel. Bienvenue à toi. Donc, Daniel, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po, qui est aussi président de la chaire santé de Sciences Po. Bienvenue, voilà. Ravi de t'avoir, Daniel, de nous avoir consacré un peu de ton temps. Alors, du coup, Daniel, tu peux peut-être repréciser ce que fait la chaire santé Sciences Po, parce qu'on pourrait se dire, Sciences Po, dans la santé, les deux, on s'attendrait plutôt à ça à la faculté de médecine, qui est pas très loin, voilà. Mais du coup, que vient faire la santé dans l'univers de Sciences Po? Alors c'est un fait qu'on travaille pas mal des questions de santé à Sciences Po depuis assez longtemps. On a parlé à l'instant même de questions de formation. On a effectivement plutôt en tête la formation des professionnels de santé, mais il y a des enjeux de formation qui sont beaucoup plus transversaux pour beaucoup d'acteurs en fait du système de santé, qui ne sont pas forcément les professionnels eux-mêmes, qui le sont aussi parfois. À Sciences Po, on a pas mal d'activités sur la santé. On a plusieurs écoles. Sciences Po, c'est en fait une série d'écoles thématiques, et on a plusieurs écoles qui ont des parcours spécialisés. Si certains d'entre vous sont intéressés, on a l'essentiel des formations qui sont plutôt du côté de l'école d'affaires publiques, à la fois avec une dimension plutôt orientée vers le système de santé français, une autre dimension plutôt sur des formations en santé mondiale, en santé globale. On a aussi un autre axe de formation sur les enjeux territoriaux de santé auprès de l'école urbaine, et on réfléchit à l'émergence de santé, et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'en avez pas forcément entendu parler, autour de l'école de management et de l'innovation, qui est une nouvelle école au sein de Sciences Po, qui est une sorte d'hybridation entre le Sciences Po historique et les écoles de commerce, et où il y a des enjeux aussi de santé sur le numérique, mais aussi sur d'autres évidemment secteurs qui sont directement concernés. La chaire santé dans tout ça, c'est un peu un hub où on essaye de faire discuter les différentes écoles, les différentes formations, les différents centres de recherche qui travaillent aussi sur la santé. À Sciences Po, on est plutôt côté sciences sociales. Moi-même, je suis effectivement sociologue. On travaille avec des collègues en sciences politiques, en histoire, en économie. Et c'est un peu ce type d'apport qu'on essaye de verser dans les réflexions sur le système de santé. Ce type de regard sur le système de santé est pas si fréquent dans notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'endroits en fait où on mobilise ce type d'approche. C'est ce qui nous met dans une position très égoïstement assez privilégiée et assez favorable. Et on anime aussi du coup un écosystème plus large, national, et puis aussi avec un certain nombre de collègues à l'international qui ont un peu ce type de regard. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux types de choses. On fait un peu comme vous, des débats, des séminaires, alors sous une forme à la fois un peu académique, mais aussi sous une forme hybride, beaucoup avec les acteurs de santé, les décideurs de santé, les professionnels de santé, et puis les regards académiques, on essaie un peu de mélanger Ouais, c'est intéressant, les parce que deux c'est un genres de regard qui est beauté. vraiment très transversal. C'est un regard transversal, et c'est un On regard où croise on un peu essaye... du médical, du tech, de l'institutionnel. Enfin, on croise vraiment Exactement. beaucoup de monde dans Voilà. ces événements. Voilà, et on essaye d'apporter des regards académiques sans s'enfermer dans une tour d'ivoire académique où on est parfois un peu en dehors du monde réel. Donc la chaire santé, c'est vraiment cet espace de dialogue et de discussion. Et puis on nourrit toutes ces réflexions avec des travaux de recherche qui sont inspirés des méthodes de sciences sociales, et où on regarde un certain nombre d'enjeux, on en parlera sans doute un petit peu tout à l'heure, sur des études, et parfois certaines d'entre elles portent sur des sujets qui sont liés au numérique. On a travaillé sur l'intelligence artificielle par exemple dans le cadre d'un séminaire. Et on a beaucoup de partenaires, l'essentiel en réalité des partenaires publics et même parfois privés qui travaillent sur les questions de santé, que ce soit au ministère, que ce soit à l'assurance maladie, que ce soit auprès de fédérations hospitalières, que ce soit auprès d'ordres professionnels et d'autres encore. Donc on a une vingtaine de conventions avec toutes sortes d'acteurs des mondes de la santé. Et à titre d'illustration, un point que je trouve intéressant à souligner, pour illustrer l'intérêt de tous ces travaux, c'est que par exemple, Daniel a fait partie du conseil scientifique pendant le Covid. Et donc, on avait quand même aussi des sociologues. On s'est rendu compte quand même, encore plus après coup,
qu'on avait besoin aussi d'un regard de sociologue pour prendre soin de la société. On prenait soin des individus, mais prendre soin des individus, c'est pas forcément prendre soin de la société. Et ça, c'est un élément qui est quand même pas mal ressorti aussi durant cette crise Covid. Et donc du coup, voilà, donc c'est un apport qui est très important. Enfin voilà, je voulais souligner ça parce que à un moment donné, on a aussi des représentants de cette vision sociologique de la santé. Et puis par ailleurs, dans cette chaire, il y a quelques dadas. Il y a par exemple l'IA qui fait partie un peu de vos dadas. Vous avez publié encore récemment un document sur les enjeux de l'intelligence artificielle, en insistant aussi sur les enjeux de régulation. Donc tu vois comment évoluer cette régulation par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que ça va être un cadre qui va être porteur et du coup, est-ce qu'on risque pas d'avoir finalement, en combinant une régulation européenne, une régulation française, un patchwork, ou est-ce que tout ça, ça va plutôt dans la bonne direction? Enfin, voilà. Eh ben, peut-être, et c'est un peu pour ça que c'est comme ça que tu m'as demandé d'intervenir, je vais commencer par faire un petit pas de côté en réagissant à ce que j'ai écouté depuis ce matin, et qui est un peu ce qu'on observe quand on regarde en fait le numérique en santé, non pas à partir des acteurs du numérique en santé, mais à partir du système de santé. C'est globalement une assez forte déconnexion en fait par rapport à beaucoup d'enjeux qu'on travaille par ailleurs auprès des institutions, auprès des professionnels, à l'échelle régionale, à l'échelle d'initiatives en santé publique, où à la fois il y a du numérique évidemment, il y a de l'innovation, il y a parfois des startups, mais grosso modo, les mondes ne sont pas les mêmes, communiquent pas très bien. Les acteurs qui sont ceux-là ce matin, c'est pas les mêmes qu'on va avoir sur des manifestations où on parle de santé publique à l'échelle territoriale, ne sont pas les mêmes qu'on va avoir sur d'autres thématiques. Et c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, qui est assez frappant. Ça a été dit par plusieurs orateurs. Ça se noue in fine sur la question de l'accès au financement public. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir en tête alors peut-être que ça traduit une difficulté en termes de maturité un petit peu du secteur, mais il y a quand même, Jean-Philippe disait tout à l'heure, deux salles, deux ambiances. Au sein même du système de santé, il y a parfois un peu cet effet-là et cet effet un peu de clivage. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir bien en tête parce que c'est un challenge et c'est une difficulté forte de ce qui est en train de se construire. Progressivement. Il y a une deuxième dimension qu'il faut prendre en compte de manière très très forte en se situant du point de vue du système de santé, encore une fois, c'est qu'au-delà des innovations qui sont proposées, des solutions, de tout ce travail d'innovation, il y a le fait qu'on est en train de se construire une forme d'infrastructure publique en fait, qui va être partagée à un moment donné par l'ensemble des acteurs d'une manière ou d'une autre, par enchevêtrement de solutions qui seront proposées, par des systèmes d'information qu'il va falloir harmoniser, par des entrepôts de données qu'il va falloir construire de telle manière qu'on ait une forme de communicabilité à la fois technique, on l'a dit aussi culturelle, professionnelle. Donc on a tous ces enjeux-là et on part un peu de ces éléments-là. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec des outils de sciences sociales, c'est de jeter un peu des regards, parfois un peu crus, sur ces dynamiques-là, sur cette difficulté à finalement à ponter les dynamiques du numérique sur celles plus larges de la santé et des financements de la santé. Ce qu'on observe grosso modo, c'est qu'on a quasiment un sous-écosystème qui s'est constitué depuis les dernières années avec un assez fort volontarisme des pouvoirs publics, y compris en termes de financement, des financements publics assez forts, des structurations d'institutions publiques qui se sont mises en ordre de bataille pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Tout un système de régulation assez spécifique aussi, des agences dédiées au numérique, des agences dédiées à l'innovation, mais qui vivent un peu séparées du reste de l'écologie, que ce soit en termes de régulation, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'équilibre entre les professionnels. Et c'est assez frappant, ces éléments-là. Nous, on les regarde à travers ces enjeux institutionnels. En sciences politiques, on regarde ces aspects politiques au sens institutionnel et on regarde ces décalages ou ces manières de lier les deux. On les regarde beaucoup sur des enjeux professionnels. Ça a été dit aussi, parler à tel segment professionnel en même temps que tel autre, c'est pas les mêmes cultures professionnelles, c'est pas les mêmes lieux de discussion. Quand c'est des professions qui sont assez différentes, des kinés, des infirmiers, ça fonctionne pas de la même façon. Il faut regarder ces cultures professionnelles, c'est essentiel. On regarde comme ça toute une série de dimensions, je vais pas les passer en revue, c'est un peu toujours les mêmes. On regarde évidemment les patients, comme tout le monde, si j'ose dire. Mais on insiste aussi, on est sociologue, on ne se refait pas, on a tendance nous, à regarder le monde social de manière un peu verticale.
il y a des différences sociales, on n'est pas égaux. Il y a des formes de stratification qui ne sont pas seulement sur des critères biologiques, qui sont des stratifications sociales. Il y a 7 millions de nos concitoyens qui ne sont pas du tout dans le numérique et qui sont aussi ceux qui sont les plus exposés à un certain nombre de risques de santé. Donc comment est-ce qu'on associe ces éléments-là? On va regarder de manière assez précise et systématique ces enjeux d'inégalité sociale. Et on regarde comme ça pas mal d'autres dimensions. Et c'est seulement à partir de ça qu'on pose la question plus précise de l'émergence, effectivement, de l'IA, de sa régulation, de ses enjeux en termes de régulation. Et dans le cadre du séminaire, on a organisé pendant un an et demi sur ces questions d'intelligence artificielle. Cette question, aussi parce qu'on est à Sciences Po, cette question de la régulation est revenue de manière très régulière. Et un des enjeux importants de ces éléments-là, c'est qu'on a à la fois un cadre de régulation assez que vous connaissez à l'échelle européenne, avec une différenciation des risques selon les types d'intelligence qui sont proposés, qui est relativement stable, qui est relativement voilà, intéressant par rapport à d'autres systèmes de régulation internationaux, américains en particulier. Je ne parle pas de la Chine. Mais d'un autre côté, on a à l'échelle nationale, on ne sait pas si c'est une surrégulation ou une sous-régulation, mais en tout cas, c'est une régulation qui est très hétérogène, très éclatée, où toutes les institutions ont un petit bout de compétences. Parfois, il y a des agences un peu mieux positionnées. Et donc, toutes ces instances de régulation, elles sont clairement pas alignées. Ni sur la question de l'intelligence artificielle. Donc tu veux dire par là qu'au niveau européen, on est presque plus structuré qu'au niveau national? Au niveau européen, on définit des normes qui vont être les normes un peu générales en quelque sorte, et elles ont évidemment vocation à s'appliquer à l'ensemble des pays européens. Mais après, une fois que les normes sont posées, il y a tout un travail de régulation, d'appréciation des cas, jusque à l'admission au remboursement ou à des formes de financement adaptées ou à des formes de préoccupation parce que les libertés sont en cause ou à des formes. Donc il y a toutes sortes d'autorisations qui à un moment donné doivent être délivrées. Dans le système français, on est très friand de ces aspects-là et très protecteur aussi sur les questions de santé en général. Il y a se contredire les unes et les autres. Une peut dire oui et l'autre peut dire non. Je pense que oui, il y a des moments où ça s'arrête parce que l'une a dit non alors que d'autres avaient dit oui à côté. Et donc tout le jeu, ça va être éventuellement de taper une autre porte pour voir si on peut pas re-rentrer par la fenêtre après avoir eu un certain nombre d'objections. Tout ça est peut-être normal au sens où c'est en train de se construire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment affaire à cette très grande hétérogénéité des régulateurs d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des domaines qui se développent un peu plus que d'autres, notamment dans l'IA, la data? Oui, bien sûr, il y a des domaines. Alors, il y a des domaines cliniques. On a parlé d'oncologie par ailleurs, qui sont relativement développés. Mais il y a aussi d'autres domaines qui se développent en santé publique. On a parlé beaucoup de prévention au cours de la matinée. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment intéressantes. Ce qu'on observe, peut-être pas de manière encore complètement claire, et on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure parce que ça se joue sur des terrains qui ne sont pas que ceux du numérique, on a parlé aussi des investisseurs, c'est qu'il y a probablement la consolidation d'une fonction autour du diagnostic. On parlait à l'instant même de la biologie médicale, la radiologie, l'anapath. C'est des domaines où il y a une relative maturité et qui est en train de se constituer comme un élément clé où l'intelligence artificielle est potentiellement assez présente et assez structuré aussi parce qu'on a des acteurs du système de santé qui sont en capacité d'intégrer ces éléments-là de manière relativement agile. Le mot est un peu à la mode et c'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'une autre transformation sur laquelle on a aussi travaillé à la chaire santé qui est liée à des logiques de financiarisation du système de santé. Quand tu dis logique de financiarisation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, est-ce qu'elle concerne essentiellement des acteurs du numérique? Est-ce qu'elle concerne d'autres acteurs? Enfin voilà, quelles sont les logiques de transformation en œuvre sur ces sujets-là? On a en France, comme vous le savez, on a un système de financement qui est très largement public. Donc on a eu un débat, il y a toujours un peu ce débat en toile de fond et presque en bruit de fond, j'ai envie de dire, sur la privatisation, le risque de privatisation, la privatisation présumée de telle ou telle dimension. En réalité, on est à un niveau qui est très couvrant, on est à un niveau où il y a un financement public très important. Mais en revanche, on a un mouvement aussi de transformation du côté des acteurs privés dans les formes de propriété, et c'est ça en fait la financiarisation, c'est la prise de contrôle par des acteurs financiers d'activités qui jusqu'alors étaient plutôt maîtrisées et même en termes de propriété par des acteurs professionnels. Et c'est cette transition-là qui est en train de s'opérer, qu'on observe par ailleurs dans beaucoup de
pays, hein, c'est un phénomène très largement international, mais qui n'épargne pas la France du tout. Et on a certains segments du système de santé, je pense qu'on en a clairement en tête quelques-uns, y compris la biologie dont on parlait à l'instant, qui ont été très fortement impactés depuis maintenant assez longtemps par ces logiques de financiarisation. On a des acteurs d'investissement qui ont aussi des attentes en termes d'investissement, parfois assez importantes, parfois moins importantes, parce que ce sont aussi des activités qui financièrement sont assez sûres, elles sont solvabilisées par de l'argent public. Donc d'une certaine manière, on a ce type de secteur identifié sur la biologie. Aujourd'hui, presque à l'instant où on se parle, parce que ce sont des choses qui vont très vite, on a un mouvement assez engagé sur les activités de radiologie. Beaucoup de cabinets de radiologie sont en train d'être acquis par des acteurs financiers, des acteurs d'investissement. Je parlais du diagnostic, la fonction diagnostique. L'ANAPAT est aussi très concernée par ces éléments de financiarisation. Les soins primaires, par des foncières en particulier, n'échappent pas à ce mouvement de financiarisation. Et on a donc toute une série de déplacements qui, potentiellement, sont des éléments de redéfinition d'un certain nombre de logiques économiques, sont aussi un certain nombre d'éléments de redéfinition des organisations, qui vont être des organisations plus intégrées d'une certaine manière. On l'a vu sur la radiologie avec un nombre d'opérateurs relativement petit qui du coup agrègent l'ensemble des activités, mais aussi des informations, mais aussi des données, et qui du coup peuvent déployer des outils numériques, des outils d'intelligence artificielle de manière beaucoup plus facile que si on est sur un système complètement dispersé. Ça peut être aussi vertueux finalement, parce que ça peut injecter des moyens, on l'a entendu toute la matinée, des problématiques d'investissement dans ces innovations, de pérennisation. Donc aussi le fait qu'il y ait cette économie qui commence à se créer dans le domaine du privé, est-ce que ça peut être selon toi un des vecteurs de pérennisation, en tout cas de soutien pour cette nouvelle économie digitale de la santé qui a encore du mal à trouver son chemin? Alors moi je l'observe d'un point de vue un peu extérieur, je vois qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il y a un bon côté parce qu'effectivement il y a des investissements, il y a des niveaux d'investissement disponibles, qui interviennent dans des moments où les investissements publics, par ailleurs, sont plus difficiles. Donc ça permet une forme de modernisation, et souvent ces logiques-là, elles ont été très étroitement associées à une augmentation des standards de qualité. Ça a été le cas pour la biologie. Donc ça, c'est plutôt le versant plutôt positif. C'est un élément de modernisation, c'est un élément de restructuration, et c'est un élément d'accès aussi à des formes de capitaux qui ne sont pas forcément des capitaux dédiés au numérique, mais qui vont favoriser une forme d'épanouissement d'activité numérique. Il y a d'autres difficultés, c'est-à-dire qu'on est sur des acteurs qui prélèvent une rente aussi, qui prélèvent une rente et qui souvent n'est pas une rente souveraine. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont des acteurs internationaux qui, sur la base de cotisations sociales ou de financements fiscaux à l'échelle nationale, vont prélever des richesses pour financer des retraites en Australie ou aux États-Unis. Tu parles du sujet suivant, les retraités et les seniors. Alors c'est une magnifique transition, et comme je crois qu'on est un peu court sur le temps, on va peut-être s'arrêter là, mais voilà, pour insister sur le caractère vraiment profondément restructurant, avec une cinétique assez rapide, et avec il faut bien le dire, du côté des pouvoirs, une vraie difficulté à appréhender ce phénomène-là et à le réguler, malgré une forme de volonté d'en atténuer certains effets. Il y a un chemin de crête à prendre. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Daniel, pour avoir participé à beaucoup de ces travaux sur l'IA, la souveraineté, etc. C'est vraiment un espace et un lieu d'échange passionnant. Enfin, je vous le recommande vraiment. Alors, c'est facile de se tenir au courant. Il faut aller sur le site de la Chaire Santé. Vous pouvez vous inscrire aux manifestations. Vous êtes tous bienvenus. Certaines sont complètement ouvertes, d'autres on est plus un peu entre nous dans des formats de travail, mais c'est ouvert. Toujours un plaisir. Merci Daniel.